Maternité. Sitôt mariée, ma sœur aux longs cheveux céda aux suggestions de son mari, de sa belle famille, et cessa de nous voir, tandis que s'ébranlait l'appareil redoutable des notaires et des avoués. J'avais 11, 12 ans, et ne comprenais rien à des mots comme tutelle imprévoyante, prodigalité inexcusable, qui visaient mon père. Une rupture suivit entre le jeune ménage et mes parents. Pour mes frères et moi, elle ne fit pas grand changement. Que ma demi-sœur, cette fille gracieuse et bien faite, calmouque de visage, accablée de cheveux, chargée de ses tresses comme d'autant de chaînes, s'enferma dans sa chambre tout le jour ou s'exila avec un mari dans une maison voisine, nous n'y voyions ni différence ni inconvénient. D'ailleurs, mes frères, éloignés, ressentirent seulement les secousses affaiblies d'un drame qui tenait attentif tout notre village. Une tragédie familiale dans une grande ville évolue discrètement, et ses héros peuvent sans bruit se meurtrir. Mais le village, qui vit toute l'année dans l'inanition et la paix, qui trompe sa faim avec de maigres ragots de braconnage et de galanterie, le village n'a pas de pitié, et personne n'y détourne la tête, par délicatesse charitable, sur le passage d'une femme que des plaies d'argent ont, en moins d'un jour, appauvri d'une enfant. On ne parla que de nous. On fit que le matin à la boucherie de Léonore pour y rencontrer ma mère, et la contraindre à livrer un peu d'elle-même. Des créatures qui, la veille, n'étaient pourtant pas sanguinaires, se partageaient quelques-uns de ses précieux pleurs, quelques plaintes arrachées à son indignation maternelle. Elle revenait épuisée, avec le souffle précipité d'une bête poursuivie. Elle reprenait courage dans sa maison, entre mon père et moi, taillait le pain pour les poules, arrosait le rôti embroché, clouait, de toute la force de ses petites mains emmanchées de beaux bras, une caisse pour la chatte près de mettre bas, lavait mes cheveux au jaune d'œuf et au rhum. Elle mettait, à dompter son chagrin, une sorte d'art cruel, et parfois je l'entendis chanter. Mais le soir, elle montait fermer elle-même les persiennes du premier étage pour regarder, séparée de notre jardin d'en face par un mur mitoyen, le jardin, la maison qu'habitait ma sœur. Elle voyait des planches de fraisier, des pommiers en cordon et des touffes de phlox, 3 marches qui menaient à un perron terrasse meublé d'orangers en caisse et de sièges d'osier. Un soir, j'étais derrière elle, nous reconnûmes sur l'un des sièges un châle violet et or, qui datait de la dernière convalescence de ma sœur aux longs cheveux. Je m'écriai « Ah, tu vois, le châle de Juliette ?» et ne reçus pas de réponse. Un bruit saccadé et bizarre, comme un rire qu'on étouffe, décrut avec les pas de ma mère dans le corridor quand elle eut fermé toutes les persiennes. Des mois passèrent, et rien ne changea. La fille ingrate demeurait sous son toit, passait raide devant notre seuil, mais il lui arriva, apercevant ma mère à l'improviste, de fuir comme une fillette qui craint la gifle. Je la rencontrai sans émoi, étonnée devant cette étrangère qui portait des chapeaux inconnus et des robes nouvelles. Le bruit courut, un jour, qu'elle allait mettre un enfant au monde. Mais je ne pensais plus guère à elle, et je ne fis pas attention que, dans ce moment-là, justement, ma mère souffrit de demi-syncope nerveuse, de vertige d'estomac, de palpitations. Je me souviens seulement que l'aspect de ma sœur, déformée, alourdie, me remplit de confusion et de scandale. Des semaines encore passèrent. Ma mère, toujours vive, active, employa son activité d'une manière un peu incohérente. Elle sucra un jour la tarte aux fraises avec du sel, et au lieu de s'en désoler, elle accueillit les reproches de mon père avec un visage fermé et ironique qui me bouleversa. Un soir d'été, comme nous finissions de dîner tous les 3, une voisine entra tête nue, nous souhaita le bonsoir d'un air apprêté, glissa dans l'oreille de ma mère 2 mots mystérieux et repartit aussitôt. Ma mère soupira. « Ah, mon Dieu !» et resta debout, les mains appuyées sur la table. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda mon père. Elle cessa avec effort de contempler fixement la flamme de la lampe et répondit « C'est commencé, là-bas. » Je compris vaguement et je gagnai plutôt que d'habitude ma chambre, l'une des 3 chambres qui donnaient sur le jardin d'en face. Ayant éteint ma lampe, j'ouvris ma fenêtre pour guetter, au bout d'un jardin violacé de lune, la maison mystérieuse qui tenait clos tous ses volets. J'écoutais, comprimant mon cœur battant contre l'appui de la fenêtre. La nuit villageoise imposait son silence, et je n'entendis que l'aboiement d'un chien, les griffes d'un chat qui lacérait l'écorce d'un arbre. Puis une ombre en peignoir blanc, ma mère, traversa la rue, entra dans le jardin d'en face.
Je la vis lever la tête, mesurer du regard le mur mitoyen comme si elle espérait le franchir. Puis elle alla et vint dans la courte allée du milieu, cassa machinalement un petit rameau de laurier odorant qu'elle froissa. Sous la lumière froide de la pleine lune, aucun de ses gestes ne m'échappait. Immobile, la face vers le ciel, elle écoutait, elle attendait. Un cri long, aérien, affaibli par la distance et les clôtures, lui parvint en même temps qu'à moi, et elle jeta avec violence ses mains croisées sur sa poitrine. Un second cri, soutenu sur la même note comme le début d'une mélodie, flotta dans l'air, et un troisième. Alors je vis ma mère serrer à pleines mains ses propres flancs et tourner sur elle-même, et battre la terre de ses pieds, et elle commença d'aider, de doubler, par un gémissement bas, par l'oscillation de son corps tourmenté et l'étreinte de ses bras inutiles, par toute sa douleur et sa force maternelle, la douleur et la force de la fille ingrate qui, si loin d'elle, enfantait. Mode de Paris. 20 sous les premières, 10 sous les secondes, 5 sous les enfants et les personnes debout. Tel était autrefois le tarif de nos divertissements artistiques quand une troupe de comédiens ambulants s'arrêtait, pour un soir, dans mon village natal. L'appariteur, chargé d'avertir les 1300 âmes du chef-lieu de canton, annonçait l'événement le matin, vers 10 heures, au son du tambour. La ville prenait feu sur son passage. Des enfants comme moi sautaient sur place avec des cris aigus. Des jeunes filles, encornées de bigoudis, se tenaient immobiles un moment et frappées de stupeur heureuse, puis couraient comme sous la grêle. Et ma mère se plaignait, non sans mauvaise foi. « Grand Dieu, Minet chérie, tu ne vas pas me traîner au supplice d'une femme. C'est si ennuyeux. La femme au supplice, ce sera moi. » Cependant, elle préparait les cisailles et les madeleines pour gaufrer elle-même son plus joli devant de lingerie fine. Lampe fumeuse à réflecteur de fer blanc, banquette plus dure que les bancs de l'école, décors de toile peinte écaillée, acteurs aussi mornes que des animaux captifs, de quelle tristesse vous en oblissiez mon plaisir d'un soir. Car les drames m'imprégnaient d'une horreur froide, et je n'ai jamais pu m'égayer toute petite à des vaudevilles en loques, ni faire écho à des rires de comiques souffreteux. Quel hasard amena un jour chez nous, pourvu de décors, de costumes, une vraie troupe de comédiens nomades, tous gens vêtus proprement, point trop maigres, gouvernés par une sorte d'écuyon botté à plastron de piqué blanc. Nous n'hésitâmes pas à verser 3 francs par personne pour entendre la tour de Nesle, mon père, ma mère et moi. Mais le nouveau tarif épouvanta notre village parcimonieux et, dès le lendemain, la troupe nous quittait pour planter ses tentes à X. Petite ville voisine, aristocratique et coquette, tapie au pied de son château, prosternée devant ses châtelains titrés. La tour de Nesle y fit sale comble. Et la châtelaine félicita publiquement, après le spectacle, M. Marcel d'Avricourt, grand premier rôle, un long jeune homme agréable, qui maniait l'épée comme une badine et voilait sous des cils touffus de beaux yeux d'antilope. Il n'en fallait pas tant pour qu'on s'étouffât le lendemain soir à Denise. Le surlendemain, un dimanche, M. d'Avricourt assistait en jaquette à la messe d'11 h, offrait l'eau bénite à 2 jeunes filles rougissantes et s'éloignait sans lever les yeux sur leur émoi, discrétion que le tout X louait encore, quelques heures plus tard, à la matinée d'Hernani, où l'on refusa du monde. La femme du jeune notaire d'X n'avait pas froid aux yeux. Elle se permettait les décisions brusques et gamines d'une femme qui copiait les robes de ces dames du château, chantait en s'accompagnant elle-même et portait les cheveux à la chien. Le jour d'après, au petit matin, elle s'en alla commander un vol au vent à l'hôtel de la Poste, où logeait M. d'Avricourt, et écouta le bavardage de la patronne. « Pour 8 personnes, madame. Samedi 7 h, sans faute. Je verse le lait chaud de M. d'Avricourt et j'inscris la commande. Oui, madame, il loge ici. Ah, madame, on ne dirait jamais un comédien. Une voix comme une jeune fille. Et sitôt sa promenade faite après le déjeuner, il rentre dans sa chambre et il prend son ouvrage. Son ouvrage ? Il brode, madame, une vraie fée. Il finit un dessus de piano au passé, on l'exposerait. Ma fille a relevé le dessin. La femme du jeune notaire guetta le jour même M. d'Avricourt, rêveur sous les tilleuls, l'aborda et s'enquit d'un certain dessus de piano dont le dessin et l'exécution. M. d'Avricourt rougit, voila d'une main ses yeux de gazelle, fit 2 ou 3 petits cris bizarres et jeta quelques mots embarrassés. Enfantillage, enfantillage que la mode de Paris encourage.
un geste de chasse-mouche, d'une affaîtrie gracieuse termina la phrase. À quoi la notéresse répliqua par une invitation à prendre le thé. « Oh, un petit thé intime où chacun peut apporter son ouvrage. » Dans la semaine, le gendre de M. Poirier allait aux nues, en compagnie d'Hernani, du bossu et des deux timides, portés par l'enthousiasme d'un public jamais las. Chez la receveuse de l'enregistrement, chez la pharmacienne et la perceptrice, M. d'Avricourt imposait la couleur de ses cravates, sa manière de marcher, de saluer, de pousser, parmi les éclats cristallins de son rire, de petits gloussements aigus, d'appuyer une main sur sa hanche comme sur une garde d'épée, et de broder. L'écuyer Botté, gouverneur de la troupe, connaissait de douces heures, envoyait des mandats au Crédit Lyonnais et s'attablait l'après-midi au Café de la Perle, en compagnie du père Noble, du comique au grand nez et de la coquette un peu camuse. Ce fut le moment que choisit le châtelain, absent depuis une quinzaine, pour revenir de Paris et quérir les bons avis du notaire de X. Il trouva la notéresse qui servait le thé. Près d'elle, le premier clerc de l'étude, un géant osseux et ambitieux, comptait ses poings sur l'étamine bien tendue d'un tambour. Le fils du pharmacien, petit noceur à figure de cocher, entrelaçait des initiales sur un napperon, et le gros Glaume, veuf à marier, remplissait de laine alternativement magenta et vieillard les quadrillages d'une pantoufle. Jusqu'au vieux monsieur Demange, tout tremblotant, qui s'essayait sur un gros canevas. Debout, monsieur d'Avricourt récitait des vers, encensé par les soupirs des femmes oisives, et son regard oriental ne s'abaissait point sur elle. Je n'ai jamais su au juste par quelle brève parole ou par quel silence plus sévère le châtelain flétrit la dernière mode de Paris et éclaira l'aveuglement étrange de ces braves gens qui le regardaient, l'aiguille en l'air. Mais j'entendis maintes fois raconter que le lendemain matin, la troupe levait le camp et qu'à l'hôtel de la Poste, il ne restait rien de Lagardère, d'Hernani, du gendre impatient de M. Poirier. Rien qu'un écheveau de soie et un dé oublié. La petite Bouillou. Cette petite Bouillou était si jolie que nous nous en apercevions. Il n'est pas ordinaire que des fillettes reconnaissent en l'une d'elles la beauté et lui rendent hommage. Mais l'incontestée petite Bouillou nous désarmait. Quand ma mère la rencontrait dans la rue, elle arrêtait la petite Bouillou et se penchait sur elle, comme elle le faisait pour sa rose safranée, pour son cactus à fleurs pourpres, pour son papillon du pin, endormi et confiant sur l'écorce écailleuse. Elle touchait les cheveux frisés, dorés comme la châtaigne mi-mûre, la joue transparente et rose de la petite Bouillou regardait battre les cils démesurés sur l'humide et vaste prunelle sombre, les dents brillaient sous une lèvre sans pareille, et laissait partir l'enfant qu'elle suivait des yeux en soupirant « C'est prodigieux !» Quelques années passèrent, ajoutant des grâces à la petite Bouillou. Il y eut des dates où notre admiration commémorait. Une distribution de prix où la petite Bouillou, timide et récitant tout bas une fable inintelligible, resplendit sous ses larmes comme une pêche sous l'averse. La première communion de la petite Bouillou fit scandale. Elle alla boire chopine après les vêpres avec son père, le sieur de Long, au café du commerce, et dansa le soir, féminine déjà et coquette, balancée sur ses souliers blancs au bal public. D'un air orgueilleux, auquel elle nous avait habitués, elle nous avertit après, à l'école, qu'elle entrait en apprentissage. « Ah ? Chez qui ? » ?»« Chez Madame Adolphe. »« Ah ? Tu vas gagner tout de suite ? » ?»« Non, je n'ai que 13 ans. Je gagnerai l'an prochain. » Elle nous quitta sans effusion, et nous la laissâmes froidement aller. Déjà sa beauté l'isolait, et elle ne comptait point d'amis dans l'école où elle apprenait peu. Ses dimanches et ses jeudis, au lieu de la rapprocher de nous, appartenaient à une famille mal vue, à des cousines de 18 ans effrontées sur le pas de la porte, à des frères apprentis charrons qui portaient cravate à 14 ans et fumaient, leur sœur au bras, entre le tir parisien de la foire et le gai débit que la veuve à Pimolle achalandait si bien. Dès le lendemain, je vis la petite Bouillou, car elle montait vers son atelier de couture, et je descendais vers l'école. De stupeur, d'admiration jalouse, je restais planté du côté de la rue des Sœurs,
regardant Nana Bouillou qui s'éloignait. Elle avait troqué son sarrau noir, sa courte robe de petite fille, contre une jupe longue, contre un corsage de satinette rose à plis plats. Un tablier de mohair noir parait le devant de sa jupe, et ses bondissants cheveux, disciplinés, tordus en 8, casquaient étroitement la forme charmante et nouvelle d'une tête ronde, impérieuse, qui n'avait plus d'enfantin que sa fraîcheur et son impudence, pas encore mesurée, de petite dévergondée villageoise. Le cours supérieur bourdonna, ce matin-là. « J'ai vu Nana Bouillou, en long, ma chère, en long qu'elle est habillée, et en chignon, et des talons hauts, et une paire de... Mange, Minet chéri, mange, ta côtelette sera froide. Et un tablier, maman. Oh, un si joli tablier en mohair, comme de la soie. Est-ce que je pourrais pas... Non, Minet chéri, tu ne pourrais pas. Mais puisque Nana Bouillou peut bien... Oui, elle peut. Et même elle doit, à 13 ans, porter chignon, tablier court, jupe longue. C'est l'uniforme de toutes les petites Bouillous du monde, à 13 ans, malheureusement. Mais oui, tu voudrais un uniforme complet de petite Bouillou. Ça se compose de tout ce que tu as vu, plus une lettre bien cachée dans la poche du tablier, un amoureux qui sent le vin et le cigare à un sou, 2 amoureux, 3 amoureux, et un peu plus tard, beaucoup de larmes. Un enfant malingre et caché que le busque du corset a écrasé pendant des mois. C'est ça, Minet chéri, l'uniforme complet des petites Bouillous. Tu le veux ? Mais non, maman, je voulais essayer si le chignon... Ma mère secouait la tête avec une malice grave. Ah non, tu ne peux pas avoir le chignon sans le tablier sans la lettre sans les souliers à talons, ni les souliers sans le reste. C'est à choisir. Ma convoitise se lassa vite. La radieuse petite Bouillou ne fut plus qu'une passante quotidienne que je regardais à peine. Tête nue l'hiver et l'été, elle changeait chaque semaine la couleur vive de ses blouses. Par grand froid, elle serrait sur ses minces épaules élégantes un petit fichu inutile. Droite, éclatante comme une rose épineuse, les cils abattus sur la joue ou dévoilant l'œil humide et sombre, elle méritait, chaque jour davantage, de régner sur des foules, d'être contemplée, parée, chargée de joyaux. La crépure dentée de ses cheveux châtains se révélait, quand même, en petites ondes qui accrochaient la lumière, en vapeurs dorées sur la nuque et près des oreilles. Elle avait un air toujours vaguement offensé, des narines courtes et veloutées qui faisaient penser à une biche. Elle eut 15 ans, 16 ans, moi aussi. Sauf qu'elle riait beaucoup le dimanche, au bras de ses cousines et de ses frères, pour montrer ses dents. Nana Bouillou se tenait assez bien. Pour une petite Bouillou, ma foi, il n'y a rien à dire, reconnaissait la voix publique. Elle eut 17 ans, 18 ans, un teint comme un fruit abrité du vent, des yeux qui faisaient baisser le regard, une démarche apprise on ne sait où. Elle se mit à fréquenter les parquets, aux foires et aux fêtes, à danser furieusement, à se promener très tard, dans le chemin de ronde, un bras d'homme autour de la taille. Toujours méchante, mais rieuse, et poussant à la hardiesse ceux qui se seraient contentés de l'aimer. Un soir de Saint-Jean, elle dansait au parquet installé place du Grand Jeu, sous la triste lumière et l'odeur des lampes à pétrole. Les souliers à clous levaient la poussière de la place entre les planches du parquet. Tous les garçons gardaient en dansant le chapeau sur la tête comme il se doit. Des filles blondes devenaient lits de vin dans leur corsage collé. Des brunes, venues des champs et brûlées, semblaient noires. Mais dans une bande d'ouvrières dédaigneuses, Nana Bouillou, en robe d'été à petites fleurs, buvait de la limonade au vin rouge quand les Parisiens entrèrent dans le bal. 2 Parisiens, comme on en voit l'été à la campagne. Des amis d'un châtelain voisin qui s'ennuyaient. Des Parisiens en serge blanche et en tussor qui venaient se moquer un moment d'une Saint-Jean de village. Ils cessèrent de rire en apercevant Nana Bouillou et s'assirent à la buvette pour la voir de plus près. Ils échangèrent à mi-voix des paroles qu'elle feignait de ne pas entendre, car sa fierté de belle créature lui défendait de tourner les yeux vers eux et de pouffer comme ses compagnes. Elle entendit « cygne parmi les oies »,« un greuze »,« crime de laisser s'enterrer ici une merveille ». Quand le Parisien en serge blanche invita la petite Bouillou à valser, elle se leva sans étonnement et dansa muette, sérieuse. Ses cils plus beaux qu'un regard touchaient, parfois, le pinceau d'une moustache blonde. Après la valse, les Parisiens s'en allèrent. Et Nana Bouillou s'assit à la buvette en s'éventant. Le fils le riche l'y vint chercher. Et Ouette, et même Once, le pharmacien, et même Possy, l'ébéniste, grisonnant, mais fin danseur. À tous, elle répondit « Merci bien, je suis fatiguée ». Et elle quitta le bal à 10h30. Et puis,
Il n'arriva plus rien à la petite Bouillou. Les Parisiens ne revinrent pas, ni ceux-là, ni d'autres. Ouette, Once, le fils le riche, les commis voyageurs au ventre barré d'or, les soldats permissionnaires et les clercs d'huissier gravirent en vain notre rue escarpée aux heures où descendait l'ouvrière bien coiffée, qui passait raide avec un signe de tête. Ils l'espérèrent au bal, où elle but de la limonade d'un air distingué et répondit à tous « Merci bien, je ne danse pas, je suis fatigué ». Blessé, il ricanait, après quelques jours. « Elle a attrapé une fatigue de 36 semaines, oui ?» Et ils épierent sa taille. Mais rien n'arriva à la petite Bouillou, ni cela, ni autre chose. Elle attendait, simplement. Elle attendait, touchée d'une foi orgueilleuse, consciente de ce que lui devait un hasard qui l'avait trop bien armée. Elle attendait ce Parisien de Serge Blanche ? Non, l'étranger, le ravisseur. L'attente orgueilleuse la fit pure, silencieuse. Elle dédaigna, avec un petit sourire étonné, Once, qui voulut l'élever au rang de pharmacienne légitime, et le premier clerc de l'huissier. Sans plus déchoir, et reprenant en une fois ce qu'elle avait jeté, rire, regard, duvet lumineux de sa joue, courtes lèvres enfantines et rouges, gorge qu'une ombre bleue divise à peine, à des amants, elle attendit son règne, et le prince qui n'avait pas de nom. Je n'ai pas revu, en passant une fois dans mon pays natal, l'ombre de celle qui me refusa si tendrement ce qu'elle appelait l'uniforme des petites Bouillous. Mais comme l'automobile qui m'emmenait montait lentement, pas assez lentement, jamais assez lentement, une rue où je n'ai plus de raison de m'arrêter, une passante se rangea pour éviter la roue. Une femme mince, bien coiffée, des cheveux en casque à la mode d'autrefois, des ciseaux de couturière pendus à une châtelaine d'acier sur son tablier noir. De grands yeux vindicatifs, une bouche serrée qui devait se taire longuement, la joue et la tempe jaunie de celle qui y travaille à la lampe, une femme de 45 ans à... Mais non, une femme de 38 ans, une femme de mon âge, exactement de mon âge, je n'en pouvais pas douter. Dès que la voiture lui laissa le passage, la petite Bouillou descendit la rue, droite, indifférente, après qu'un coup d'œil âpre et anxieux lui eut révélé que la voiture s'en allait, vide du ravisseur attendu. L'ami. Le jour où l'opéra comique brûla, mon frère aîné, accompagné d'un autre étudiant, son ami préféré, voulut louer 2 places. Mais d'autres mélomanes pauvres, habitués des places à 3 francs, n'avaient rien laissé. Les 2 étudiants déçus dînèrent à la terrasse d'un petit restaurant du quartier. 1 heure plus tard, à 200 mètres d'eux, l'opéra comique brûlait. Avant de courir l'un au télégraphe pour rassurer ma mère, l'autre à sa famille parisienne, ils se serrèrent la main et se regardèrent avec cet embarras, cette mauvaise grâce sous laquelle les très jeunes hommes déguisent leurs émotions pures. Aucun d'eux ne parla de hasard providentiel, ni de la protection mystérieuse étendue sur leurs 2 têtes. Mais quand vinrent les grandes vacances, pour la première fois, Maurice, admettez qu'il s'appelait Maurice, accompagna mon frère et vint passer 2 mois chez nous. J'étais alors une petite fille assez grande, 13 ans environ. Il vint donc ce Maurice que j'admirais en aveugle, sur la foi de l'amitié que lui portait mon frère. En 2 ans, j'avais appris que Maurice faisait son droit. Pour moi, c'était un peu comme si on m'eût dit qu'il faisait le beau, debout sur ses pattes de derrière, qu'il adorait, autant que mon frère, la musique, qu'il ressemblait au baryton tasquin avec des moustaches et une très petite barbe en pointe, que ses riches parents vendaient en gros des produits chimiques et ne gagnaient pas moins de 50 000 francs par an. On voit que je parle d'un temps lointain. Il vint. Et ma mère s'écria tout de suite qu'il était de 100 000 piques, supérieur à ses photographies, et même à tout ce que mon frère vantait de lui depuis 2 ans. Fin, l'œil velouté, la main belle, la moustache comme roussie au feu, et l'aisance caressante d'un fils qui a peu quitté sa mère. Moi, je ne dis rien, justement parce que je partageais l'enthousiasme maternel. Il arrivait vêtu de bleu, coiffé d'un panama à ruban rayé, m'apportant des bonbons, des singes en chenilles de soie grenat, vieil or, vert pan, qu'une mode agaçante accrochait partout, les rintintins de l'époque, un petit porte-monnaie en peluche turquoise. Mais que valaient les cadeaux au prix des larcins ? Je leur dérobais, à lui et à mon frère, tout ce qui tomba sous ma petite serre de pie sentimentale.
Des journaux illustrés libertins, des cigarettes d'Orient, des pastilles contre la toux, un crayon dont l'extrémité portait des traces de dents, et surtout des boîtes d'allumettes vides, les nouvelles boîtes blasonnées de photographies d'actrices que je ne fus pas longue à connaître toutes et à nommer sans faute. Théo, Sybil Sanderson, Van Zandt, elles appartenaient à une race inconnue, admirable, que la nature avait dotée invariablement d'yeux très grands, de cils très noirs, de cheveux frisés en éponge sur le front et d'un lait de tulle sur une seule épaule, l'autre demeurant nue. À les entendre nommés négligemment par Maurice, je les réunis en un harem sur lequel il étendait une royauté indolente, et j'essayais, le soir, en me couchant, l'effet d'une voilette de maman sur mon épaule. Je fus, 8 jours durant, revêche, jalouse, pâle, rougissante, en un mot, amoureuse. Et puis, comme j'étais en somme une fort raisonnable petite fille, cette période d'exaltation passa, et je goûtais pleinement l'amitié, l'humeur gaie de Maurice, les causeries libres des deux amis. Une coquetterie plus intelligente régit tous mes gestes, et je fus avec une apparence parfaite de simplicité, telle que je devais être pour plaire. Une longue enfant aux longues tresses, la taille bien serrée dans un ruban à boucles, blottie sous son grand chapeau de paille comme un chat guetteur. On me revit à la cuisine, et les mains dans la pâte à galette, au jardin le pied sur la bêche, et je courus en promenade autour des deux amis bras sur bras, ainsi qu'une gardienne gracieuse et fidèle. Quelles chaudes vacances, si émues et si pures. C'est en écoutant causer les deux jeunes gens que j'appris le mariage, encore assez lointain, de Maurice. Un jour que nous étions seuls au jardin, je m'enhardis jusqu'à lui demander le portrait de sa fiancée. Il me le tendit. Une jeune fille souriante, jolie, extrêmement coiffée, enguirlandée de 1000 ruches de dentelle. « Oh !» dis-je maladroitement, « la belle robe !» Il rit si franchement que je ne m'excusai pas. « Et qu'allez-vous faire quand vous serez mariés ?» Il cessa de rire et me regarda. « Comment, ce que je vais faire ? Mais je suis déjà presque avocat, tu sais. »« Je sais. Et elle, votre fiancée, que fera-t-elle pendant que vous serez avocat ?»« Que tu es drôle. Elle sera ma femme, voyons. » « Elle mettra d'autres robes avec beaucoup de petites ruches. Elle s'occupera de notre maison. Elle recevra. Tu te moques de moi. Tu sais très bien comment on vit quand on est marié. »« Non, pas très bien. Moi, je sais comment nous vivons depuis 1 mois et demi. »« Qui donc, nous ? » ?»« Vous, mon frère et moi. Vous êtes bien ici. Étiez-vous heureux ? Vous nous aimez ?» Il leva ses yeux noirs vers le toit d'ardoise brodé de jaune, vers la glycine en sa seconde floraison, les arrêta un moment sur moi et répondit, comme à lui-même, « Mais oui. Après, quand vous serez mariés, vous ne pourrez plus, sans doute, revenir ici, passer les vacances. Vous ne pourrez plus jamais vous promener à côté de mon frère, en tenant mes 2 nattes par le bout comme des reines. » Je tremblais de tout mon corps, mais je ne le quittais pas des yeux. Quelque chose changea dans son visage. Il regarda tout autour de lui, puis il parut mesurer, de la tête aux pieds, la fillette qui s'appuyait à un arbre et qui levait la tête en lui parlant, parce qu'elle n'avait pas encore assez grandi. Je me souviens qu'il ébaucha une sorte de sourire contraint, puis il haussa les épaules, répondit assez sottement « Dame, non, ça va de soi ». Il s'éloigna vers la maison sans ajouter un mot, et je mêlai pour la première fois, au regret enfantin que j'avais de perdre bientôt Maurice, un petit chagrin victorieux de femme.